Quatrième point, les relations avec les partis politiques. Là aussi, ils sont nécessaires. L'IRI ne peut pas travailler sans relation avec les partis politiques, sans exclusion aucune. Par contre, ce qui est à surveiller, c'est l'indépendance de cette structure par rapport à tous les partis, sans exception. Et ça, c'est quelque chose. En conclusion, je m'excuse si j'étais un petit peu lent, c'est qu'aujourd'hui, les défis des mois à venir, ils sont pour l'IRI, mais pas seulement. Ils sont aussi pour la société civile et pour tous les partis politiques. Un défi central, c'est restaurer la confiance et l'intérêt pour le processus électoral. Il suffit de juger le taux de participation à notre réunion pour avoir une idée. Il y a un problème de mobilisation donc, des citoyens. Donc, que ferons-nous pour convaincre et amener? Et je dirais que le problème concernant le citoyen, il n'est pas seulement dans l'inscription. Il est aussi, c'est-à-dire dans l'intérêt qu'il doit retrouver par rapport, donc, c'est-à-dire aux enjeux qui sont devant nous. On a deux publics cibles, à mon avis. Ceux de la province, nous, on l'a constaté. On a été défaillants, donc, c'est-à-dire puisqu'on s'est limité sur la région parisienne. Et les rares déplacements qu'on a fait à partir de septembre ont montré qu'il y a une attente, il y a un intérêt donc, des Tunisiens qui sont éparpillés, parce que les Tunisiens ne sont pas seulement dans la région parisienne, ils sont à Nantes, ils sont à Lille, ils sont donc à Dijon, Tours, etc. Donc il faut aussi aller les voir. Il faut donc les populations cibles, donc ce sont ceux de la province, mais aussi les jeunes. Parce qu'on a constaté, et je pense que le phénomène s'est aggravé depuis, qu'en 2011, la proportion des jeunes qui se sont inscrits était plus faible que la moyenne donc, générale. Donc aujourd'hui, il y a un travail qui est spécifique en direction des jeunes qui est à faire. Il faut aussi se doter d'outils performants pour améliorer l'information et la communication. Ça, c'est quelque chose. Aujourd'hui, je pense que, concernant les inscriptions, réussir le processus d'inscription et convaincre les inscrits volontaires de choisir, de ne pas choisir l'abstention. Aujourd'hui, on commettrait une erreur si on se limite à s'adresser seulement aux gens qui ne sont pas inscrits. Le danger, il vient pour les gens qui ne vont pas s'inscrire, mais aussi ceux qui se sont inscrits en 2011 et qui risquent de ne pas y aller. Quand on regarde la situation générale en Tunisie, on a au moins un citoyen sur deux qui aujourd'hui dit « les élections ne m'intéressent pas, je ne sais pas si je vais aller voter ». Moi, je suis sûr qu'à l'étranger, la proportion est plus forte. De combien, on ne peut pas le savoir, mais donc il y a tout un travail. Il faut aussi, donc, c'est-à-dire une implication de tous les potentiels. C'est, bien sûr, et ça va de soi, donc, c'est-à-dire c'est la société civile, c'est les compétences, c'est les citoyens, pour réussir ce challenge collectif. Il va de soi, bien sûr, les premiers acteurs, ça va être l'IRI, donc c'est-à-dire et les personnes qu'elle va mobiliser. Améliorer les moyens et les outils de surveillance. Nous, on a été, dans notre expérience de 2011, assez démunis sur deux aspects. Aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, mais on a constaté une chose, c'est que sur deux plans, sur le financement et sur la neutralité des mosquées, on était démunis. Aujourd'hui, la question qui se pose, quels sont les moyens, quels sont les supports que la future instance qui va superviser ces élections va avoir pour veiller sur ce volet-là. On ne se raconte pas d'histoire. Donc, de toute façon, il y avait une inégalité donc, de toute façon, entre les listes, entre les partis politiques. La loi était transgressée dans les mosquées et dans les quartiers populaires. Je fais une balade donc, à Barbès ou à Belleville, je vois des affiches donc, de toute façon qui sont même boulevard Belleville jusqu'à boulevard de la Villette. C'est-à-dire, au moins, il y avait pour 5 000 € d'affichage donc, de toute façon qui était fait. Aucun moyen de vérification. On ne peut pas le faire. Donc, à partir de là, je pense que l'État doit se mettre comme obligation de veiller sur ce volet-là. Sur les mosquées, bien sûr, donc ça c'est une question à mon avis, donc de toute façon, il suffit d'aller à Couronne pour voir donc qu'est-ce qui se fait, donc de toute façon pour avoir une idée précise. Surtout, ce qui est donc à mon avis important, c'est mettre en place la logistique et garantir la sécurité des urnes sur une période assez longue. Il ne faut pas qu'on perde de vue que nous, on a eu que 3 jours et on a eu des difficultés. Aujourd'hui, les prochaines élections,
c'est 3 fois 3 jours. S'il y a un deuxième tour des présidentielles, c'est 3 fois 3 jours. Comment, en 2 mois, organiser 9 jours d'élection et garder les urnes et la sécurité donc, de toute façon du vote? C'est une question majeure qui est posée et qui n'est pas simple. Je me demande même si certaines mairies vont accepter de nous accorder donc, de toute façon des bureaux et des places pour une période aussi longue et aussi contraignante, c'est-à-dire ce vendredi, samedi, dimanche. Donc. Et puis pour finir, permettre aux citoyens de choisir en connaissance de cause et en disposant des propositions et des programmes des candidats. Ça, c'était absent en 2011. Les gens venaient, je me rappelle, ils venaient s'inscrire et ils nous disaient « Est-ce qu'on a comme si document à tel ou tel courant ou telle politique ?» Ce n'était pas l'ordre, ce n'était pas l'IRI qui devait le faire. Donc aujourd'hui, je pense qu'au moins, avant les élections, il faut qu'il y ait un envoi où il faut mise à disposition, donc c'est-à-dire des propositions des uns et des autres. Et puis, pour finir, je dirais qu'en dépit des questionnements, des appréhensions qui sont légitimes, de toutes les interrogations, je reste persuadé que tous, quel que soit notre positionnement, société civile, partis politiques, élus, citoyens tout court, il faut s'impliquer et surtout, il faut se mobiliser pour que ces élections soient une réussite et surtout qu'on ne soit pas, c'est-à-dire dans une situation, personnellement, j'ai vu les élections législatives en Libye récemment et ça fait froid au dos. Si la Tunisie lui arrive, ce qu'on ne l'espère pas, donc c'est-à-dire qu'il y ait donc, un éloignement donc, des citoyens par rapport au processus électoral, ça c'est une catastrophe nationale. Et à partir de là, je pense qu'aujourd'hui, il faut plutôt se mobiliser. Donc, s'impliquer, contrôler dans un esprit de vigilance citoyenne. Merci et je suis à votre disposition pour répondre à toutes les interrogations et questions. Merci Ali. Monsieur Krier nous a prévenu dès le début qu'il ne pourrait pas rester longtemps, donc je me permets d'ajourner les questions à la fois pour Ali et si Mohamed juste après. Comme ça, si on peut vous gratter quelques minutes, ce serait mieux. Et je préfère comme ça, vous intervenez, après on posera les questions, à la fois pour Ali et pour Sima. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Je reviendrai avec plaisir à tout moment, il n'y a aucun problème. Je suis Mohamed Krier, je suis ici président de l'URI France 1 pour les élections 2014. Ma formation personnelle, c'est je suis mathématicien, maître de conférence en mathématiques à l'Université de Versailles, et j'ai occupé les missions de doyen de la faculté pendant 10 ans. Donc j'ai fait 2 mandats électifs de 2000 à 2010. Mon intervention va s'articuler à peu près en 3 morceaux. La première partie, c'était de généralité et l'IRI et les questionnements de Ali à l'instant, très rapide. La deuxième sur le processus électoral et dans sa phase première, qui est une phase importante, qui est les inscriptions. Et la troisième partie, je conclus avec les missions fondamentales de l'IRI, son rôle, et puis une petite conclusion sur la société civile, les partis politiques, etc. Donc, dans l'introduction, on a parlé à l'instant que le pays a fait un choix de faire participer les Tunisiens à l'étranger aux élections législatives. Parce que les élections présidentielles, c'est un peu courant dans le monde. Il y a beaucoup de pays qui font participer leurs ressortissants à l'étranger aux élections présidentielles. Mais aux législatives, il y a très peu de pays dans le monde qui pratiquent ça. Et on est obligé de saluer, de rendre hommage et de remercier tous ceux qui ont œuvré pour que ce choix-là soit concrétisé. Maintenant que ce choix est fait, il y a 2 corollaires immédiats qui sont organiser les élections et puis mettre en place une équipe qui veille à l'organisation de ces élections. Tout le monde sait que l'organisation des élections de l'étranger sont liées à des contraintes qui ne
sont pas les mêmes en Tunisie. L'éclatement géographique du site, comme il vient d'être précisé à l'instant, 600 km pour France 1 par exemple. Les votes ne se passent pas sur un jour mais sur 3. Il y a une contrainte très importante. Et donc ça, c'est un choix qui est maintenant dans les textes réglementaires, et on ne va pas revenir en arrière. L'IRI actuelle, elle a été mise en place le 18 juin, et juste le week-end d'avant, on était à Tunis pour une formation de 2 jours, et en posant la question pourquoi on n'a pas mis les élections sur samedi et dimanche, seulement plutôt qu'au vendredi, samedi, dimanche à l'étranger pour des considérations matérielles, la réponse a été le coup est parti. C'est-à-dire, bon, le choix a été fait, la décision a été prise, mais la question elle reste posée, et je pense que beaucoup de gens pensent que 3 jours c'est peut-être beaucoup. Donc le premier corollaire c'était l'organisation, le deuxième corollaire c'est mettre une équipe en place. Le choix a été fait aussi de mettre donc les IRI, on en a parlé, je vais en revenir. Par rapport au rattachement consulaire des Tunisiens à l'étranger, l'IRI France 1 s'occupe des centres consulaires ou des missions consulaires de Strasbourg, Pantin et Paris. Il est aussi stipulé dans les textes réglementaires, et en particulier le règlement intérieur de l'ISI du 24 avril 2014, que chaque IRI est constitué de 3 membres et d'un président, à la suite d'un vote à la majorité absolue du Conseil de l'ISI. Ce sont les règles qui sont mises en place. Et on a appris aussi que les nouvelles IRI, enfin les IRI de 4 membres, comme il vient de parler Serli, ils seront soutenus par un staff administratif. En tout cas, ce ne sont pas les mêmes catégories de mission, un staff administratif, financier, juridique, etc., de 3 personnes. Qu'on n'a pas vu encore. Mais c'est peut-être un peu tôt pour le voir. Donc, on peut imaginer l'équivalent des 4 personnes dont parlait à l'instant Serli, ce sera les 7 personnes en question. Il y a 4 dans le comité directeur, on va dire, de l'IRI, et puis il y a 3 personnes administratives qui s'occupent de ça. Il est aussi décidé au Conseil de l'ISI, en accord avec le ministère des Affaires étrangères, du siège officiel de l'IRI, de chaque IRI. IRI France 1, c'est le consulat général de Paris. IRI France 2, c'est le consulat général de Marseille. Quand je dis siège, ça veut dire qu'il y a un local, un bureau, et l'IRI travaille là à sa convenance. Voilà les éléments dont je dispose aujourd'hui sur soit les questionnements de tout à l'heure, soit ce qui se passe exactement en ce moment. Cette affaire-là date de 10 jours, puisqu'on a été installé le 18 juin, et là on est le 28 ou le 27 juin, donc c'est pas très vieux. Alors voyons maintenant la deuxième partie sur le processus électoral. Il y a 4 phases canoniques, connues par tout le monde: les inscriptions, les candidatures, la campagne électorale, et après la dernière ligne droite, le vote, les résultats et le bilan. On va parler de la première phase, puisqu'on y est dedans, la phase des inscriptions. Il est dit dans les médias et dans les supports de communication existants, même s'ils ne sont pas très nombreux, que les listes électorales actuelles contiennent déjà tous ceux qui étaient inscrits en 2011 de manière volontaire. C'est-à-dire tous ces gens-là, ils apparaissent d'ores et déjà sur les listes électorales et en principe, ils n'ont rien à faire, sauf s'ils veulent changer de bureau de vote. Donc toute cette base-là, elle est à l'intérieur de la base de l'ISI en termes de liste électorale. Qui dit liste électorale, et ça c'est je viens ce matin, j'étais au bureau des inscriptions, et il y a une confusion majeure entre celui qui a ce message dont je viens de dire, et celui qui dit, finalement, moi je me suis déplacé le 23 octobre 2011, j'ai voté, donc je dois être sur les listes. J'étais témoin, moi, ce matin, par rapport à cette question.
Voilà, je vous remercie. Et c'est normal, parce que les gens, bon, ils se sont déplacés, ils ont voté, donc ils sont sur les listes. Sinon, ils n'auraient pas voté. L'autre catégorie de population, c'est ceux qui étaient inscrits automatiquement. Parce que la dernière fois, il y a des inscriptions automatiques sur les listes. Ceux-là aussi, aujourd'hui, ils n'y sont pas. Et c'est pareil. Ceux qui étaient inscrits automatiquement, ils étaient sur les listes, ils ont même contrôlé qu'ils étaient sur les listes, et là, pour eux, ils sont inscrits. Et donc là, il y a une différence fondamentale pour les messages. Je dis ça pour les messages parce que vous pouvez être le relais d'une manière ou d'une autre pour ce message-là. Pardon. Excusez-moi, monsieur. Il y a ceux qui ont des problèmes d'inscription et de vérification parce que leur passeport a changé. J'arrive. Ça, c'est la première étape, la première donnée. La première donnée, c'est que tous ceux qui étaient inscrits volontairement, ils sont d'ores et déjà sur les listes électorales. Ils interviennent s'ils veulent changer leur bureau de vote. Ça, après, les problèmes qui peuvent surgir de là, je vais en parler. Donc, être sur les listes, avoir voté en 2011 ne signifie pas qu'on est sur les listes électorales. Premier message. Maintenant, quand on veut s'inscrire, et comme Madame l'a dit tout à l'heure, ils ont réussi à imposer ou à avoir le vote par le web pour les Tunisiens à l'étranger, ce qui est une excellente chose. Donc les inscriptions se font de deux manières. Par le web, je vais en parler, parce que Madame a soulevé la question, et physiquement, dans les bureaux d'inscription. Et pour l'instant, on en a 3. Il y a un par consulat. Le déplacement physique, il pose quelques difficultés quand on saisit les données de l'électeur, mais enfin, on peut le régler puisqu'on est face à face et on peut proposer des solutions, et il y a toujours des solutions. Quand la personne ne trouve pas son nom dans la base. Mais pour Internet, c'est un peu frustrant parce qu'on a un certain nombre de retours, ils ne sont pas très très nombreux par rapport à ceux qui se connectent, hein, mais il y a quand même un nombre de retours qui disent passeport introuvable, ou la date d'émission de passeport est fausse, ou des messages de cette nature-là. Là, il y a beaucoup de cas de figure. Je vous en cite 3, parce qu'on a vécu ce matin ces 3 types de cas. Alors, soit le passeport n'est pas tout simplement dans la base des données, il est récent, il vient d'être fait. Il est fait le 14 juin, donc c'est normal qu'il n'apparaisse pas dans les bases, parce qu'il est... Vous êtes même chez Tunis, tout ça. Soit la personne a changé de passeport entre 2011 et 2014. Il a été périmé le passeport en fin 2011, il a changé. Aujourd'hui, il vient avec un nouveau passeport, un nouveau numéro. On saisit le numéro, il n'est pas connu. Voilà. Soit il y a des personnes qui ont voté en Tunisie, enfin à l'intérieur, en 2011, et maintenant ils sont là, ils sont arrivés l'année dernière, etc. Et là aussi, on ne les retrouve pas, parce que la clé de saisie pour l'étranger, c'est le passeport. La clé de saisie pour l'intérieur, enfin pour le pays à l'intérieur, c'est la carte d'identité. Donc il y a différents cas où il y a un message négatif et la personne ne peut pas s'inscrire. On a mis en place hier matin ou avant-hier soir une boîte mail qui s'appelle réclamation.iri.france1@ici.tl. On est en train de communiquer autour de cette boîte-là. Pour tous ceux qui trouvent un message de cette nature-là, ils nous donnent le numéro de passeport, le nom et le prénom, date et fin du passeport, et éventuellement la carte d'identité s'il en a. Avec ces données-là, on transmet tous les jours ou tous les 2 jours le fichier au service technique de l'ISI, en accord avec le ministère de l'Intérieur, pour que tous ces cas litigieux se règlent avec une fréquence de 1000 dossiers tous les 48 heures. C'est-à-dire, si on leur envoie 1000 réclamations de cette nature-là, en 48 heures, ils les traitent. Nous, on n'a pas des milliers. La boîte de réclamation, elle a été ouverte hier. Aujourd'hui, ce matin, je crois qu'il y a une 50aine de réclamations. Vous pouvez répéter L'adresse. L'adresse de la boîte de réclamation, c'est réclamation, sans S, sans accent, sans rien du tout. Point IRI, IRIE, point France 1, puisqu'on est en France 1,
@easy.tn, c'est l'adresse générique. Et on a mis un certain nombre de supports de communication, et je vais vous en citer quelques-uns. La première chose, comme tout le monde sait, c'est on a fait une page Facebook pour Irien où il y a un certain nombre de données et d'informations. On a fait, et certainement beaucoup d'entre vous ont reçu le message à travers les associations, on a touché 150 associations par un mail commun. On a eu 13 ou 15 retours de messages non arrivés parce que l'adresse n'est plus à jour, enfin, des choses comme ça. Donc on peut tabler sur 130 associations qui sont touchées par le message qu'ils connaissent et qui peuvent le véhiculer. On envoie tous les matins 1000 SMS à des numéros particuliers pour diffusion d'informations. On a utilisé le standard téléphonique du consulat de Pantin pour mettre un message vocal quand on est en attente qui précise exactement notre requête de sensibilisation pour les inscriptions. Hier, en fin d'après-midi, j'étais sur une radio Soleil, c'est ça ? De Soleil, oui. Où on a aussi, pendant 30 minutes, on a parlé de cet aspect-là, et les journalistes aussi étaient très coopératifs pour insister sur cette affaire-là. Aujourd'hui, on est dans cette manifestation, et j'espère que tous ceux qui sont là aussi arriveront à véhiculer le message. J'ai pris attache ce matin avec une personne qui travaille à France 2 pour un petit reportage au journal télévisé de 20h. Elle viendra nous voir vendredi prochain. Canal Plus aussi, il y a quelqu'un qui m'a sollicité aussi ce matin pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. L'agence France Presse, j'ai eu un contact ce matin, ils veulent mettre un communiqué sur ces histoires. Enfin, ils veulent. Ils ont sollicité pour mettre un communiqué sur la campagne de sensibilisation. Donc, on a fait quelques petites actions de communication. On est dans les premiers jours. On a pris le train en marche le 23 avec quasiment aucun moyen. Les inscriptions se déroulent dans les bureaux de manière correcte à 70-80%. Sur le web, comme je viens de vous dire, les effectifs qu'on a, il y a des réclamations, il y a des gens qui ne sont pas contents, mais enfin, ils ne représentent pas une très très grande majorité, mais même s'ils représentent un petit nombre, il faut quand même les régler. Je vous ai donné la méthode de règlement. Donc une fois qu'on a transmis la boîte de réclamation, ils les étudient, ils nous le renvoient. Quelques jours après, soit les gens se connectent eux-mêmes et ils s'inscrivent parce que l'affaire est réglée, soit on leur envoie des messages et des PDF de reçus, etc., pour qu'ils soit concrétisent, soit vérifient leur bureau, etc. Donc toutes ces actions-là sont en train de se faire. On a encore devant nous 3 semaines ou un peu plus, et je pense, et j'espère en tout cas, que d'ici la fin du mois, on aura le maximum de ressortissants tunisiens inscrits sur les listes. Voilà en ce qui concerne de la phase d'inscription sur le processus électoral. Je ne vais pas parler, sauf si vous m'interpellez en matière de questions sur l'histoire des candidatures, la campagne électorale, le vote, etc., parce que je pense que la phase des inscriptions, aujourd'hui, elle nous occupe, et c'est la phase quand même la plus importante, parce qu'avoir un registre à jour et un registre fiable, même si après les gens décident de ne pas voter, mais au moins ça, c'est un acquis. Et ce que je dois dire, c'est que les outils qui ont été mis en place, je pense, permettent d'avoir un registre électoral ou des listes électorales correctes. La difficulté essentielle, la seule, je pense, qu'on est en train de rencontrer aujourd'hui, c'est la base de données qui est à la disposition de l'ISI qui n'est pas complètement à jour. Et ce n'est pas faute d'avoir fait le travail. Franchement, je vous le dis en toute transparence et en toute honnêteté, l'équipe qui s'occupe de ça, elle travaille vraiment jour et nuit, et certains d'entre eux passent des nuits même dans les locaux où ils travaillent. Donc, je n'ai pas à me prononcer ni sur l'efficacité, la compétence, etc. C'est ce que je les contacte à 2h du matin, ils sont au bureau. Bon, voilà.
Ça, je vous le dis parce que je l'ai fait, soit par mail, soit par téléphone, et ils sont là sur le lieu du travail. Mais bon, de toute façon, on ne réussit qu'ensemble et en faisant tous des efforts. Donc là, je passe. Alors, le dernier point, et j'ai déjà pris beaucoup de temps, je suis désolé. Donc, Siali, il a énuméré un certain nombre de points qui reviennent à l'IRI et du rôle de l'IRI, et on les traitera peut-être dans les questions. Ce que j'ai envie de dire, c'est la chose suivante. Les élections de 2014 ne vont pas ressembler aux élections de 2011. Et ça, tout le monde le comprend. Le contexte n'est pas le même, l'enthousiasme n'est pas le même. Là, ce sont des élections vraiment de pouvoir. Et les élections de 2011, ce n'étaient pas des élections de pouvoir. Donc il y a quand même des différences très importantes, et puis les choses ne sont pas structurées de la même manière, il y a une présence. Voilà. Donc il faut s'attendre à ce que les choses ne se passent pas exactement. Donc quand on dit il y a 300 bénévoles qui disent oui, on a envie de faire, cette fois-ci, je pense qu'on ne va pas trouver 300 bénévoles qui ont envie de faire. Ça va être un peu difficile. Donc, ces élections vont représenter un test, à mon avis, vraiment un test de grandeur nature, et du degré de responsabilité et de maturité de l'ensemble des composantes et des instances de la société tunisienne. Et quand je dis de l'ensemble, je veux dire la société civile, évidemment, les partis politiques, les médias, et c'est très important, les médias, que ce soit locaux, qu'ils soient à l'étranger, et évidemment, l'ISI et son représentant qui est l'IRI sur le territoire électoral de chaque circonscription, et en particulier à l'étranger. Parce que le rôle de l'IRI à l'étranger et le rôle de l'IRI en France, c'est quand même un peu différent. Les spécificités ne sont pas les mêmes et les contraintes ne sont pas les mêmes. Et donc, le maître mot, c'est le sens de la responsabilité de tout ce monde-là et l'attitude, surtout, l'attitude de confiance. Sans la confiance, on peut raconter tout ce qu'on veut. Et je pense, avec la confiance mutuelle, on réussira ensemble. Je vous remercie. Merci, Mohamed. On va prendre immédiatement quelques questions dans la salle. Il y a, je vois Mohamed. Quelqu'un peut-il prendre un micro-baladeur pour le distribuer? Et en attendant, il y a Najat à côté de moi qui veut poser une question. Mais... La question à moi, merci. Non, mais ce n'est pas une question, c'est une remarque. Qu'est-ce que j'allais dire? Vous avez posé, vous nous avez, monsieur le président de l'IRI, Marhebik, je voulais vous dire, faire deux petites remarques suivant après votre intervention. La première est que, quand je parlais tout à l'heure du déplacement de la délégation en Tunisie, j'ai oublié d'évoquer la question de la neutralité de l'administration, qui est un point très important et qui est un point de la feuille de route. Donc on n'a rien inventé, cela fait partie de la feuille de route. Ça, c'est la première question. L'IRI, en 2011, avait regretté de n'avoir pas agi pour veiller à la neutralité des mosquées, ça d'une part. Deuxième question, que comptez-vous faire avec la société civile pour agir dans ce sens? Et surtout en lien avec le ministère de l'Intérieur chargé des cultes en France. Donc, comment vous faites, puisque vous nous avez dit que vous avez confié à l'administration, selon ce que tu as dit tout à l'heure, le travail sur la question des inscriptions, pour vous aider. Or, lorsque nous avons rencontré monsieur le président Safsa de l'ISI à Tunis, il s'était engagé, après le constat que nous avions fait et que M. Benram avait fait en particulier concernant l'inefficacité d'une IRI composée de 4 personnes, quand on compare la situation à 2011 avec 14 personnes plus 200 bénévoles et l'élan, l'enthousiasme qui était présent en 2011, je ne comprends pas
le silence de l'ISI quant à ces structures de proximité sur lesquelles elle s'était engagée. Elle s'était engagée à mettre en place, pour justement assurer la neutralité de votre travail, la neutralité de l'opération, donc des structures de proximité. Or là, vous ne nous avez pas du tout parlé de structures de proximité, mais au contraire, vous parlez d'administration qui travaille et vous veillez sur leur... Moi, je ne fais aucune confiance, je vous le dis en toute franchise en tant que citoyenne, non, je demande à ce qu'il y ait des structures neutres, réellement neutres. Comment voulez-vous qu'il y ait neutralité quand on sait que le consul général... Excusez-moi, je vais raccourcir rapidement. Le consul général est issu d'un parti politique, est partisan, que l'ambassadeur est partisan. Donc où est la neutralité de l'administration? Ce sont les deux questions que je voulais vous faire. Je vais m'arrêter. Je propose de prendre 3-4 questions et se permettre... Excuse-moi. Je vais prendre 3-4 questions et je permettre après à M. Krill de répondre. Mohamed, j'ai vu que tu as levé la main, même si tu vas après aider en passant le micro, tu peux prendre la parole après Fatma et après Tu me diras. Vas-y, Mohamed. Oui, pour ne pas être lent, effectivement, il y a une bonne partie du bilan qu'a tiré Ali dans son intervention à laquelle je souscris. Je voudrais dire simplement qu'il y a eu beaucoup de temps perdu et il y a eu une décision politique qui a été faite pour qu'on n'inscrive plus les gens. Parce qu'il y a 40% qui ont participé en 2011 en France ou en Tunisie ou à l'étranger ou en Tunisie, et le reste. Et ce qu'on a demandé à ce que les IRI continuent, que le personnel continue, que cette confiance qui a existé, que cet enthousiasme qui a existé, pour que cet acte citoyen, pour inscrire les gens, qu'ils continuent, qu'ils pérennent. Il y a eu une décision politique pour rompre avec ça, qui est condamnable, et je pense qu'ici aussi on aurait pu en bénéficier. La deuxième chose, M. Krill, vous avez dit qu'ils ont opté en Tunisie pour que les Tunisiens à l'étranger participent aux élections.